2035, oasis de la mer d'Aral, Asie centrale. Appelée le miracle du désert, la région est aujourd'hui un sanctuaire de verdure au milieu d'une des zones les plus arides du globe. Pour le monde entier, elle est la preuve que le développement durable fonctionne. Au milieu du XXe siècle, l'Union soviétique a décidé de faire de cette région isolée et hostile un laboratoire d'expérience. Après des décennies de mise au point, des techniques avancées d'irrigation ont permis d'exploiter la moindre goutte d'eau et de révolutionner l'agriculture. Aujourd'hui, l'oasis de la mer d'Aral est un exemple pour l'humanité et sert de vitrine pour le développement durable. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Dans les années 50, l'Union soviétique va lancer un grand projet agricole dans cette région et sceller le sort de la mer d'Aral. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante, du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. En 1954, l'Union soviétique lance un projet pharaonique. La construction du Grand Canal de Karakoum. 2002, une équipe spéciale américaine se rend dans un laboratoire secret et détruit 300 tonnes de matériaux bactériologiques. 2003, pour tenter de sauver la mer d'Aral menacée, on construit une grande digue en béton dans sa partie nord. Ces trois événements sont des étapes tragiques de l'une des plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle. La disparition de la mer d'Aral. Au moment où ces lignes sont écrites, des robots d'origine humaine roulent sur le sol de la planète Mars. À des millions de kilomètres de la Terre, ils ont été conçus et envoyés par l'homme dans un but précis. Trouver des traces d'eau. Pourquoi est-ce si important? Parce que d'après nos connaissances actuelles, l'eau liquide est la principale condition à la présence de la vie. Notre planète est surnommée la planète bleue. L'eau couvre 71% de sa surface. Sur cette masse gigantesque, seulement 2,5% ne sont pas salés. La majorité est prisonnière des glaciers et des calottes polaires. De toute l'eau présente sur la Terre, uniquement 0,5% est donc accessible et potentiellement consommable par l'ensemble des êtres vivants de la planète. C'est peu, mais suffisant. Les réserves en eau douce devraient pouvoir sans problème fournir à chacun de quoi vivre. Mais il se trouve que ces réserves sont très inégalement réparties sur la surface du globe. 9 pays se partagent 60% des réserves mondiales d'eau douce. Ces réserves, ce sont les nappes phréatiques, les lacs et les rivières. Souvent, elles s'étirent sur plusieurs pays. Le Nil, par exemple, traverse 8 États différents avant de se jeter dans la mer. La question de la propriété de l'eau est au cœur des relations internationales. Avec l'explosion de la population mondiale et le réchauffement climatique, avoir accès à l'eau douce est devenu un enjeu d'échelle planétaire. Dans les années à venir, cela pourrait devenir l'une des premières causes de tensions internationales, comme c'est actuellement le cas en Asie centrale, dans la région de la mer d'Aral. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Par exemple, remontons il y a 10 000 ans pour assister à la naissance de la mer d'Aral.
La Terre sort tout juste d'une ère glaciaire. Le réchauffement fait fondre les glaces, les pluies sont de plus en plus abondantes. L'eau ruisselle, des rivières se forment, puis des fleuves. En Asie centrale, le Sirdaria grossit et commence à remplir une dépression, c'est-à-dire une grande plaine plus basse que les terres environnantes. Un lac d'eau douce se forme progressivement. Bientôt, les eaux de l'Amou Daria viennent elles aussi apporter leur contribution. Le lac atteint sa taille maximale 2000 ans plus tard et écoule son trop-plein dans la mer Caspienne. Mais ce lac est fragile. Très peu profond, l'évaporation y est très forte. Dans les millénaires qui suivent, il connaît des hauts et des bas et devient progressivement salé. Aujourd'hui, on l'appelle mer d'Aral, mais scientifiquement, il s'agit bien d'un lac salé. L'eau a transformé un désert aride en une véritable oasis. Reprenons. La nature est une ressource gratuite et abondante que l'on peut dominer et exploiter. Telle est la devise des dirigeants de l'Union soviétique. Rassemblement de plusieurs républiques, l'Union soviétique est une fédération. Et au début des années 1950, son objectif est clair: rattraper le retard économique sur les sociétés occidentales capitalistes. Sur tous les fronts, dans toutes les régions, on produit, fabrique, extrait, exploite, récolte. Les objectifs fixés par Moscou sont toujours ambitieux, parfois inatteignable. La production est régionalisée. Telle région s'occupe de l'extraction du minerai, telle autre de la sidérurgie, une dernière de la fabrication des tracteurs. Les frontières historiques et naturelles n'existent plus que sur le papier. Les populations comme les richesses du sous-sol sont considérées comme des ressources et mise à plat sur une carte. À Moscou, on décide de grands plans d'aménagement du territoire et de rationalisation des ressources. Les facteurs humains et environnementaux y sont secondaires. Tout le monde participe à l'effort collectif. S'y opposer, c'est s'opposer à la marche en avant du régime. Les industries et les exploitations atteignent des tailles formidables à l'échelle du pays. Les moyens sont en proportion. En 1919, l'Union soviétique choisit la vallée de Fergana, en Asie centrale, pour lancer sa bataille du coton. Les cultures s'étendent bientôt sur 3 républiques soviétiques, puis 5. Cette région pourtant aride devient un immense champ de coton au détriment du blé, maintenant produit dans le sud sibérien, une autre région soviétique. Les champs sont rapidement collectivisés en grandes fermes d'État, les sovkhozes. Dans les années 1950, on construit de grands canaux pour irriguer des champs immenses. On utilise des tonnes d'engrais et de pesticides. Il faut produire, et produire toujours plus. Peu importe le prix. En 70 ans de domination soviétique, l'Asie centrale passe d'une production de quelques centaines de milliers de tonnes à 9 millions de tonnes de coton. Une augmentation de 1200%. Pour atteindre ce chiffre incroyable, il a fallu irriguer un désert. Des millions de mètres cubes d'eau ont été prélevés sur le Sirdaria et l'Amou Daria, les 2 fleuves qui alimentent depuis toujours la mer d'Aral. Cette décision, prise en toute connaissance de cause par les dirigeants soviétiques, a signé l'arrêt de mort de la mer d'Aral. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire,
où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Les dirigeants soviétiques, conscients des conséquences, décident de sacrifier la mer d'Aral, considérée comme une ressource inutile. Cette décision est prise sans aucune considération pour les populations locales vivant directement de la mer, comme les pêcheurs des villes côtières. Mais elle est aussi représentative d'une façon de penser. La nature est une ressource. Elle doit être utile. Or, la mer d'Aral est vue comme une aberration par les dirigeants soviétiques. Très peu profonde et donc étalée, l'évaporation y est très importante. Toute cette eau est considérée comme perdue. C'est méconnaître les mécanismes complexes qui régissent le climat. Car cette eau retombe forcément en pluie quelque part, alimentant un autre écosystème. On le sait aujourd'hui, l'équilibre de la nature est complexe et on ne peut toucher un élément sans en perturber un autre. C'est un effet domino. En choisissant le coton, Moscou signe la mort de la mer d'Aral. Au début des années 1940, la mer d'Aral a une superficie moyenne de 67 000 km², ce qui en fait le 4e plus grand lac du monde. Les bateaux de pêcheurs vont et viennent. Le poisson est abondant. Progressivement, on intensifie la culture du coton. Comme toutes les autres plantes, le coton a besoin de soleil et d'eau. Si le soleil est abondant en Asie centrale, l'eau doit être amenée par irrigation. Mais une irrigation intensive provoque une salinisation des sols qui deviennent stériles. Plus on irrigue, plus les sols s'appauvrissent, plus il faut en trouver d'autres. C'est une course en avant. On construit alors des canaux d'irrigation plus grands, qui détournent plus d'eau. En 1954, on lance la construction du canal de Karakoum. Long de 1375 km, il reste aujourd'hui l'un des plus grands canaux d'irrigation du monde. Prélevant annuellement 11 km³ d'eau de l'Amou Daria, il les transporte à travers le désert du Karakoum jusqu'à la mer Caspienne. Tout au long du parcours, il irrigue d'immenses champs de coton. De construction rudimentaire, il laisse échapper au moins 30% de son eau qui se perd dans le désert. Sur les deux fleuves, on détourne les eaux. On creuse des canaux, on construit des barrages, des retenues. À leur arrivée sur la mer d'Aral, leur débit a considérablement diminué. De 1960 à 1970, le niveau de la mer diminue en moyenne de 20 cm par an. Dans la décennie suivante, la moyenne passe à 50 cm. Les pluies commencent à se tarir, les bateaux à s'échouer. En 1975, les sols de plus en plus stériles imposent une utilisation toujours plus importante d'engrais et de pesticides. Le port d'Aralsk, privé d'eau, est fermé. En 1980, la construction du plus haut barrage du monde est achevée sur le cours de l'Amou Daria. Le niveau de la mer diminue de plus de 80 cm par an. Dans un total paradoxe, on envisage de réalimenter la mer d'Aral en détournant les grands fleuves sibériens. On creuse des canaux de navigation dans le fond de la mer pour permettre aux bateaux de naviguer. Vers 1987, le niveau atteint un point critique. La mer est divisée en deux. Au nord, la petite mer d'Aral. Au sud, la grande. En 1991, l'Union soviétique se disloque. Les 5 républiques sont maintenant autonomes. Face aux nouveaux défis économiques, privée des aides de Moscou, l'industrie du coton continue de plus belle. En 1998, la mer a perdu 80% de son volume. L'eau restante, trop chargée en sel, devient toxique. Les poissons et les algues disparaissent. En 2003, plus rien ne peut maintenant sauver la grande mer d'Aral. Mais la petite
alimentée par ce qui reste du Sir Daria, n'est pas encore condamnée. On décide de sauver ce qui peut l'être. Une digue en béton de 12 km de long l'isole définitivement de sa grande sœur. La grande mère d'Aral, abandonnée et laissée à son sort. Quelques dizaines d'années seulement auront suffi à la réduire à 10% de sa surface initiale. La salinité dépasse les 100 grammes au litre. Saturée de sel et de pesticides, l'eau restante est devenue du poison. La grande mère d'Aral est à l'agonie. À l'horizon 2020, elle n'existera plus. On parle déjà du désert d'Aral. Petit à petit, goutte après goutte, une mer a été asséchée. Pourtant, une mer est immense. La quantité d'eau est incroyable. Les ressources en poissons semblent inépuisables. Et le problème est justement là, car ce n'est pas le cas. Tout a une fin. Effectivement, prendre un seau d'eau dans la mer ou tuer une baleine ne fait pas basculer l'équilibre. Mais c'est la répétition de ce geste pendant des dizaines d'années, des milliers de fois par des millions d'individus, qui pose problème. Si certaines grosses catastrophes sont clairement visibles, comme celle de Tchernobyl, d'autres le sont moins, comme les centaines de millions de voitures qui roulent chaque jour. Mais les deux sont tout aussi polluantes. En matière d'environnement, chaque geste compte. Revenons dans le temps. Dès l'Antiquité, l'Empire romain surexploite les forêts d'Afrique du Nord au point de les faire disparaître. De nos jours, elles ne sont pas encore revenues. Au Moyen Âge, en Europe, l'usage intensif des hauts fourneaux menace l'existence de forêts entières. L'artisanat et l'industrie ont toujours eu à affronter les pollutions générées par leurs activités. Ce fait n'est pas nouveau, et pour nos sociétés actuelles, cela est même devenu normal. Mais ces pollutions ont évolué avec le temps. Elles sont devenues plus massives, plus irréversibles. L'Union soviétique était une machine puissante mais destructrice. Elle gérait tout et veillait à la bonne répartition des tâches et des ressources. Lorsqu'elle se disloque au début des années 90, après 70 années de tutelle, elle laisse les républiques satellites seules face à leurs problèmes. Loin de s'arranger, la situation va empirer. Des régions entières avaient été spécialisées dans des domaines précis, les rendant dépendantes les unes des autres pour leurs besoins vitaux. En Asie centrale, les 5 républiques du coton se sont rapidement repliées sur elles-mêmes, chacune voyant son propre intérêt, sa propre survie. L'économie de l'Ouzbékistan dépend pour un tiers de l'agriculture. Pour cela, le pays puise abondamment dans les fleuves qui traversent son territoire. Mais ceux-ci prennent leur source dans 2 autres républiques, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ces 2 pays de montagne ont hérité de l'ex-URSS la majorité des barrages et des réservoirs de la région. Ils entendent eux aussi exploiter au mieux leurs ressources. Ils augmentent la production d'électricité en retenant de plus en plus d'eau dans leurs barrages. L'Ouzbékistan se retrouve à sec en été, inondé en hiver. Les tensions montent au même rythme que le niveau des fleuves descend. Auparavant, l'Union soviétique tenait le rôle de gendarme inter-État. Aujourd'hui, chaque pays souhaite obtenir une stabilité économique tout en partageant une seule et unique ressource, l'eau. C'est chacun pour soi. La guerre pour l'eau. On parle de pénurie d'eau ou de stress hydrique lorsque la demande en eau dépasse les ressources disponibles. La région de la mer d'Aral correspond actuellement à cette définition. Mais elle est loin d'être la seule. Les pays du Proche et du Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, sont particulièrement touchés par ce phénomène. Il engendre souvent des tensions, voire des conflits entre États concernés. Les exemples sont de plus en plus nombreux.
le cas de la mer Morte est emblématique. Son affluent, le Jourdain, est partagé entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Intensivement utilisé pour les besoins des villes et irriguer les cultures, il n'alimente presque plus la mer Morte, qui a perdu le tiers de sa surface ces 50 dernières années. L'eau y est devenue l'une des principales causes des tensions entre ces pays. De l'autre côté du monde, sur la côte ouest des États-Unis, le Nevada est lui aussi au bord du gouffre. Situé en plein désert, dans un environnement totalement inapproprié pour les activités humaines, la ville de Las Vegas compte 2 millions d'habitants et 55 golfs. Oasis artificielle, la ville est sous perfusion des eaux du Colorado. Dubaï ou encore Barcelone sont également assoiffés. Assurer aux populations un accès à l'eau potable est d'ores et déjà un défi de premier ordre. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Plus de 60 millions de personnes vivent aujourd'hui dans la région de la mer d'Aral, 4 fois plus que dans les années 60. La catastrophe écologique se mue lentement en catastrophe humanitaire. Le climat est devenu plus hostile. Les hivers sont plus rudes. Les étés plus chauds, plus secs. La mer d'Aral n'est plus qu'une vaste étendue stérile, contaminée par des millions de tonnes de sel et de pesticides. Des tempêtes de poussière chargées de produits chimiques balayent les anciens fonds marins mis à nu. Les régions avoisinantes voient leur sol contaminé à leur tour. Les aires de pâturage ont diminué de 80%. L'élevage est en pleine régression. Les pesticides sont présents dans toute la chaîne alimentaire. La pêche a presque intégralement disparu faute de poissons et faute d'eau sur laquelle naviguer. Pour 5 millions d'habitants, l'eau potable ne l'est plus vraiment. On compte par endroits un taux de cancer 25 fois plus élevé que dans le reste du monde. Les femmes souffrent d'anémie. La mortalité infantile explose. L'heure est maintenant à la survie. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1936, sur l'île de Vozrodchenia, l'Union soviétique a installé un institut scientifique qui deviendra, dans les années 50, un vaste laboratoire de recherche sur les armes bactériologiques. Des milliers d'animaux serviront de cobayes durant des décennies. Variole, lèpre, choléra, peste bubonique, anthrax. Au crépuscule de l'URSS, le laboratoire sera fermé et les matériaux infectés seront scellés dans des bidons inoxydables, puis laissés sur place, sur une île a priori inaccessible. Sauf qu'en 2001, l'île n'en est plus une, et n'importe qui peut atteindre le laboratoire à pied. De l'anthrax à portée de main du premier terroriste. En 2002, une expédition américaine se rend sur place pour neutraliser 300 tonnes de produits pathogènes. Peut-être que la catastrophe de la mer d'Aral permettra à l'humanité de prendre conscience de sa fragilité et qu'elle saura en tirer les leçons nécessaires. Mais ceci est une autre histoire. L'eau vaut de l'or. Le réchauffement climatique est maintenant une chose admise et reconnue par la communauté scientifique. Pour toutes les régions déjà en stress hydrique, les choses ne peuvent donc en aucun cas s'améliorer d'elles-mêmes. On peut vivre sans pétrole, sans gaz, sans or, mais l'eau représente le minimum vital. Pour beaucoup de pays, l'eau va bientôt devenir plus précieuse que le pétrole. Ces pays n'auront que deux options: s'adapter ou s'accaparer plus d'eau par la force. S'adapter prend du temps. Heureusement, le processus est déjà enclenché. À travers le monde, des initiatives de plus en plus ambitieuses voient le jour. Nouvelles techniques d'irrigation, usines de désalinisation, engagement politique. En 2015 a eu lieu à Paris la 21e conférence sur le changement climatique, plus connue sous le nom de COP21.
Malgré la récente annonce du président américain Trump, il est indéniable que pour la première fois, la majorité des pays est tombée d'accord. Tout reste à faire, mais il semblerait que nous ayons enfin compris que nous habitions tous sur la même planète.